Ils avaient l'air de véritables géants sur grand écran. Mais dans la vraie vie, ils atteignaient tout juste 1,70 m. À l'âge d'or d'Hollywood, la taille, c'était le Graal absolu. Ces stars ont dû camoufler leur véritable hauteur sous des semelles compensées, des angles de caméra astucieux et un jeu d'acteurs tout simplement légendaire. Découvrez ces 12 acteurs qui ont réussi à tromper votre regard et à conquérir le monde entier, tout en partant de bien plus bas que vous ne le pensiez. Prenons Alan Ladd. À l'écran, ce type incarnait la menace à l'état pur, silencieux, avec un regard glacial à vous figer le sang, une mâchoire d'acier, une présence imperturbable. Dans des films cultes comme Tueur à gages ou L'homme des vallées perdues, il semblait plus grand que nature, une véritable force de la nature. Mais en coulisses, Hollywood gardait bien au chaud un petit secret. À une époque où être petit pouvait signer l'arrêt de mort d'une carrière, Ladd n'a pas seulement survécu, non, il s'est hissé au rang d'icône absolue. Comment a-t-il réussi ce tour de force? Grâce à une machinerie de l'illusion tellement complexe qu'elle défie l'imagination. Les studios Paramount ont mis au point tout un arsenal de trucage visuel, allant jusqu'à creuser des fossés pour ses partenaires de jeu plus grands que lui. On appelait ça les tranchées Ladd. Elle lui permettait de paraître plus grand sans avoir à bouger d'un seul millimètre. Et quand ça ne suffisait pas, Ladd montait sur des estrades discrètement dissimulées, les fameuses boîtes Ladd. Tout était calculé au millimètre près. Sa formule secrète, des costumes à rayures verticales et des pantalons à taille haute pour allonger la silhouette. Il portait des chaussures avec des talonnettes sur mesure de 7 cm et les caméras étaient systématiquement placées en contre-plongée. Ces astuces le transformaient, passant d'un acteur de taille moyenne à un véritable colosse du cinéma. Mais le tour de passe-passe le plus brillant n'était peu. Être pas technique, mais artistique. Pour maintenir l'illusion, Ladd a développé un style de jeu unique en son genre. Austère, minimaliste, presque immobile. Il évitait tout mouvement brusque qui risquerait de trahir le dispositif caché sous ses pieds. Son visage, et surtout ses yeux, sont devenus son arme la plus fatale. Et le choix de ses partenaires à l'écran n'était pas laissé au hasard non plus. Son alchimie légendaire avec Veronica Lake avait une explication purement mathématique. Elle ne mesurait qu'1,50 m. Ensemble, ils ont tourné 7 films qui ont non seulement captivé le public, mais qui ont aussi protégé le petit secret d'Alan. Un réalisateur a résumé la situation mieux que personne. Ce que Ladd n'avait pas en hauteur, il l'avait en intensité. La caméra ne voyait pas sa taille, elle voyait son regard. C'est ainsi qu'Alan Ladd a prouvé qu'à Hollywood, pas besoin de faire 1,90 m pour être immense. Il suffit juste de savoir comment duper l'objectif et le monde entier. Quand George Raft entrait en scène, il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Son regard fixe suffisait amplement. Sa posture immobile, cette aura de danger contenu, que ce soit dans Scarface, À chaque aube je meurs ou des douzaines d'autres thrillers. C'était le genre de type qui pouvait tuer sans bouger le petit doigt. Et personne ne se doutait que cet homme, capable de paralyser une pièce entière, rien qu'en allumant un cigare, mesurait à peine 1,70 m. Mais Raft avait un as dans sa manche. Avant d'être acteur, il avait été danseur professionnel. Il savait comment bouger et surtout, il savait comment s'arrêter. Il savait utiliser son corps pour projeter un contrôle absolu. C'est devenu son super pouvoir, une immobilité dangereuse. Zéro mouvement inutile, pas un seul pas de travers qui aurait pu trahir la présence de plateformes ou les différences de taille. Les studios ont fait leur part du boulot, bien sûr. Des chaussures avec des talonnettes internes de 5 cm, des angles de caméra en contre-plongée, des estrades cachées dans les décors et surtout un casting stratégique. Des actrices de petite taille, des seconds rôles choisis pour leur gabarit. George savait exactement ce qu'il était et ce qu'il n'était pas. Il ne s'attardait pas sur ce qu'il ne pouvait pas changer, il se concentrait sur ce qu'il maîtrisait. Sa garde-robe était elle aussi au service de la supercherie. Des costumes à rayures diplomatiques, des pantalons taille haute, des vestes cintrées. Pour l'allonger visuellement. Et les photos promotionnelles étaient chorégraphiées au millimètre.
Il était toujours placé au premier plan sur les photos de groupe, toujours cadré d'en bas. Et si quelqu'un avait l'air plus grand que lui, cette photo ne sortait jamais du studio. Mais le plus frappant avec Raft, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de paraître grand pour être craint. George n'avait pas besoin de crier ni de hausser le ton. Comme l'a dit le critique Eddie Muller, son regard disait tout. Que n'importe quel physique imposant. George Raft n'était pas un géant de chair et d'os, c'était un géant par sa présence. Et quand un homme peut vous terroriser sans bouger, sans dire un mot, on disait de lui qu'il était une bombe à retardement. Et c'était vrai. Que ce soit dans L'ennemi public, où l'enfer est à lui, son énergie était si intense qu'on aurait juré qu'il mesurait 2 mètres. Mais la réalité, comme souvent à Hollywood, était bien différente. Il ne faisait qu'un mètre 65. Dans une industrie qui ne jurait que par les hommes grands, Cagney a brisé toutes les règles et, le plus incroyable, c'est qu'il n'a jamais, au grand jamais, essayé de le cacher. Il disait « Peu m'importe d'être petit ou grand, ce qui compte, c'est si je peux jouer la comédie. » Cette attitude de défi est devenue son véritable super-pouvoir, alors que d'autres acteurs avaient recours à des illusions d'optique. Cagney, lui, détournait l'attention du spectateur par sa pure force d'interprétation brute. Il bougeait tel un ressort, il bondissait, gesticulait et mitraillait ses répliques avec la vitesse fulgurante d'une arme automatique. Mais il n'était pas le seul à l'œuvre. La Warner Brothers possédait tout un manuel pour l'élever, littéralement, face à la caméra. Ils ont inventé ce qu'on appelle l'angle Cagney, un cadrage en contre-plongée subtil qui le faisait paraître plus grand sans que personne ne s'en aperçoive. Les réalisateurs le plaçaient sur des escaliers ou le faisaient s'asseoir alors que les autres restaient debout, tout cela pour préserver l'illusion parfaite. Quand cela ne suffisait pas, le studio engageait des acteurs encore plus petits que lui pour les scènes clés. 1,75 m, son dynamisme, son feu intérieur, son audace. Comme l'a dit un critique, Cagney n'avait pas besoin de taille, il se déplaçait comme un éclair. Son énergie le rendait plus grand que la vie elle-même. Et c'est vrai, quand un acteur est capable de remplir l'écran par sa simple présence, le chiffre sur sa fiche technique devient totalement insignifiant. James Cagney n'a pas seulement brisé le moule, il l'a fait voler en éclats. Sal Mineo, lui, avait le visage d'un enfant perdu et l'âme d'une tempête. Dans La fureur de vivre aux côtés de James Dean, Sal Mineo n'a pas seulement joué l'adolescent brisé, il l'a incarné. Vulnérable, intense, magnétique, un personnage qui semblait implorer de l'amour avec ses yeux. Et peu, être que cette connexion émotionnelle si puissante avait une racine physique. Mineo ne mesurait qu'1 mètre 68. Durant les premières années de sa carrière, cette taille fut un atout. Elle le faisait paraître plus jeune, plus fragile, plus blessé. C'était parfait pour des rôles d'adolescents désorientés et émotionnellement en manque d'affection. Le réalisateur Nicholas Ray le savait pertinemment. Dans La fureur de vivre, il a constamment placé Mineo plus bas que James Dean, utilisant cette différence de hauteur pour accentuer sa dépendance émotionnelle, son désir désespéré de protection. Magie n'a pas duré éternellement. Devenu un obstacle majeur. Les rôles d'adultes exigeaient de la présence, de l'autorité, de la domination, et Hollywood, comme toujours, voulait des hommes grands. Les studios ont riposté avec leurs recettes classiques, chaussures à talonnettes, angle 2, caméra en contre-plongée, décors modifiés et partenaires de scène soigneusement sélectionnés. Et pourtant, Mineo n'a pas cherché à cacher sa taille à tout prix. Dans certains films, il permettait que son gabarit physique souligne la lutte de son personnage, comme s'il savait que cette faiblesse pouvait se transformer en un outil émotionnel supplémentaire. Son style aidait aussi, veste bien coupée, coiffure pompadour surélevée qui ajoutait visuellement quelques centimètres, costume ajusté pour élancer sa silhouette. Mais malgré son talent débordant, Hollywood n'a pas su quoi faire de lui une fois qu'il a cessé de correspondre au moule du garçon brisé. Intensité était unique,
Et l'unique n'a parfois pas sa place dans une usine à moules. Sal avait plus de talent dans son mètre 68 que beaucoup d'acteurs faisant le double de sa taille, a déclaré le réalisateur Don Siegel. Mais cette industrie est si obsédée par la forme qu'elle en oublie parfois le fond, intact. Car il fut l'un des rares à ne pas seulement accepter sa taille, mais à l'utiliser pour nous émouvoir. Et ça ne se mesure pas. En centimètres, Edward J. Robinson avait le visage d'un comptable et la présence d'un tyran. Edward J. Robinson n'avait pas besoin de crier pour imposer le respect. Un seul regard suffisait, glacer le sang. Dans Le Petit César et Assurance sur la mort, il s'appropriait chaque image comme s'il mesurait 2 mètres. Mais la vérité cachée derrière des bureaux stratégiquement placés et des caméras soigneusement inclinées était tout autre. Robinson ne mesurait qu'1 mètre 65. Alors que d'autres cherchaient à paraître plus grands, Robinson a transformé sa petite taille en un avantage psychologique. Comment? En s'asseyant, mais en restant aux commandes. Ses personnages trônaient derrière des bureaux, donnant des ordres. Ses ennemis plus grands devaient se pencher, s'approcher, se soumettre. Et lors d'une confrontation directe, Robinson brisait la distance personnelle. Il pénétrait dans l'espace de l'autre, il envahissait, il étouffait. Le petit devenait menaçant. Eddie n'avait pas besoin d'être grand, disait le réalisateur John Huston. Il avait une voix qui le faisait, mesurer 3 mètres. Et quelle voix! Dure, précise, nasillarde, un véritable fouet verbal qui ajoutait de la stature émotionnelle. À cela s'ajoutait un contrôle absolu de ses gestes. Il n'exagérait jamais. Il n'avait pas besoin de bouger pour intimider. Sa présence était mentale, pas physique. La Warner Brothers savait que sa taille était un secret délicat. C'est pourquoi il manipulait des interviews, des séances photos et des rencontres publiques. Sa biographie officielle gonflait artificiellement sa taille jusqu'à 1,75 m, et pourtant, ce n'est pas cette petite supercherie qui l'a rendu immortel. C'était plutôt sa capacité redoutable à utiliser ce handicap physique comme une menace en soi. Comme l'a si bien dit le critique Roger Ebert, la petite taille de Robinson rendait ses rôles de gangster encore plus dangereux et imprévisibles. C'était le genre de type qui devait être plus cruel, plus malin, plus rapide, parce que le monde ne le prenait pas au sérieux jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Il n'avait besoin ni de muscles, ni de grande taille, ni de carrure imposante. Il lui suffisait juste d'un regard. Sammy Davis Jr. Il était petit, il était noir, et il n'avait qu'un seul œil. Mais dès l'instant où il montait sur scène, Sammy Davis Jr. devenait absolument invincible. Il chantait comme un ange avec une âme de jazzman et il dansait comme si la terre entière tremblait sous ses pieds. Il jouait la comédie, il imitait, il charmait les foules. C'était un artiste total. Et pourtant, l'homme qui électrisait Las Vegas et Hollywood ne mesurait qu'1 mètre 60. Dans n'importe quel autre cas, cette taille aurait été un obstacle majeur. Pour Sammy, c'était un véritable carburant nucléaire. Il savait pertinemment qu'on ne lui ferait aucun cadeau, ni pour sa couleur, ni pour son apparence, ni pour sa taille. Alors il a pris une décision radicale. Être si bon, si talentueux, si absolument incontestable, que personne ne pourrait l'ignorer. Être un homme noir, petit et borgne dans le monde du spectacle, signifiait qu'il devait être 10 fois meilleur que les autres. Juste pour recevoir la moitié de la reconnaissance, a-t-il dit un jour. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu 10 fois meilleur. Bien sûr, au cinéma, il utilisait aussi les astuces classiques pour grandir. Des coiffures volumineuses, des escabeaux, des cadrages en contre-plongée. Mais tout cela restait secondaire, car lorsque Davis ouvrait la bouche pour chanter ou qu'il bougeait ses pieds au rythme du swing, le monde oubliait complètement sa petite taille. Et de Dean Martin, sa taille était encore plus flagrante. Et comment a-t-il géré ça? Avec humour. Lors d'un spectacle, Dean a plaisanté sur sa petite taille, Davis a souri et a répliqué du tac au tac.
Physiquement, je dois peu, être levé les yeux vers toi. Mais musicalement, c'est toi qui me regardes d'en bas. Point final. Silence. Pour que Samy brille comme il le méritait, mais il savait aussi que son talent faisait déjà tout le travail à leur place. Même lorsqu'il partageait la scène avec des acteurs bien plus grands, le public n'avait d'yeux que pour Davis. Quand Samy était sur scène, c'était comme si toute l'énergie se condensait dans son corps. Il pouvait être le plus petit de la salle, mais il dominait l'espace comme s'il mesurait 3 mètres. Le monde l'a mesuré en centimètres. Lui, il a répondu avec charisme, précision et virtuosité, et il a gagné. Mickey Rooney. Pendant près d'une décennie, il a été le visage le plus rentable de tout Hollywood. Mickey Rooney ne se contentait pas de dominer le box-office, il l'écrasait littéralement. Avec son sourire contagieux, son énergie inépuisable et son charisme à toute épreuve, il a été la tête d'affiche de plus de 300 films. Mais le détail que le public n'a jamais soupçonné, c'est que ce titan du divertissement mesurait à peine 1,57 m. Et pourtant, il est devenu l'acteur le plus rentable des années 30 et 40. La réponse est simple. Avec de l'astuce, de la vitesse et une bonne dose de magie cinématographique. Durant sa jeunesse, sa taille était un atout. La MGM l'a vendu comme l'éternel adolescent, même lorsqu'il avait déjà largement dépassé la vingtaine. Sa petite taille lui permettait de continuer à jouer des lycéens bien longtemps après avoir quitté les bancs de l'école. Mais quand l'âge adulte est arrivé, tout a changé. Le studio s'est vu obligé de déployer tout son arsenal. Des chaussures, avec des talonnettes de 7 cm, des plateformes dissimulées et des angles de caméra stratégiques. Même les ombres étaient manipulées. Le légendaire directeur de la photographie Harold Rossen a conçu des éclairages qui allongeaient la silhouette de Rooney, projetant ainsi une stature qui n'existait pas dans la réalité. Les costumes étaient aussi essentiels. Des vêtements à ligne verticale, des vestes ajustées et surtout pas de rayures horizontales qui trahiraient sa petite taille. Mais le plus surprenant fut sa réaction. Face à ce problème, l'humour. Là où le monde s'attendait à de l'insécurité, Rooney dégainait des blagues. Quand d'autres se cachaient, lui, il montait au front. « Je ne suis pas un homme grand, disait-il, mais dans ce métier, j'ai travaillé avec des géants et ils ne m'ont jamais éclipsé. » Au fil des années, sa taille s'est transformée en un outil comique, surtout lorsqu'on le mettait en duo, avec des actrices très grandes. Il l'a accepté, il l'a utilisé, et il en a fait une partie intégrante de sa légende. Le réalisateur Clarence Brown l'a dit sans détour. Mickey avait plus de talent dans son mètre 50 que beaucoup d'acteurs de 2 mètres de haut. Le cinéma ne se mesure pas en centimètres, mais en présence. Et ça, Mickey Rooney en avait à revendre. Burgess Meredith avait la voix d'un général et la taille d'un coursier, mais à l'écran, c'est toujours Burgess Meredith qui commandait. Il a été l'inoubliable Mickey dans Rocky. Ce pingouin terrifiant dans Batman, c'était lui. Le sage, le roi du sarcasme, le gars qui en savait toujours plus que les autres, même s'il arrivait tout juste, à l'épaule de Sylvester Stallone. Il ne mesurait qu'1,65 m, c'est vrai, mais personne ne le remarquait, et personne n'osait en parler. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que Meredith possédait un truc impossible à fabriquer ou à maquiller, une autorité absolue. Ce n'était pas un jeune premier, ce n'était pas un héros de film d'action, non, c'était un véritable acteur de composition. Et c'est ça qui lui a donné la liberté d'utiliser sa petite taille comme un outil de narration et non comme un défaut qu'il fallait cacher. Lorsqu'il a incarné Mickey, l'entraîneur légendaire de Rocky, sa taille réelle est devenue un atout dramatique puissant. Il était plus petit que son poulain, plus vieux, plus fragile, mais il gueulait, il donnait des ordres, il frappait avec ses mots. Et on y croyait dur comme fer parce que son énergie, elle, mesurait bien plus que son propre corps. Pour des rôles plus sérieux ou d'autorité, bien sûr, ils ont utilisé les vieilles astuces, des chaussures à talonnettes, des estrades, des contre-plongées, mais sa plus grande force, ce n'était pas son apparence, c'était sa façon de parler. Burgess n'avait pas besoin de hauteur, disait John Huston.
Il avait une voix qui remplissait n'importe quelle pièce. Sa présence physique, il la construisait avec une précision chirurgicale. Des mouvements nets, des gestes calculés, une posture impeccable, chaque centimètre de son corps était au service du personnage. Il ne gaspillait pas le moindre clignement d'œil. Contrairement à d'autres acteurs de petite taille qui essayaient de paraître plus grands, Meredith n'a jamais rien forcé. Il n'a jamais essayé de compenser sa taille, il l'a absorbée, il en a fait son style. Si j'arrive à vous faire croire que je suis un commandant, militaire ou un vieux sage, alors ma taille n'a aucune importance, disait-il. Le boulot d'un acteur, c'est de convaincre, pas d'être mesuré, et il a réussi haut la main, parce que dans chaque rôle, que ce soit le Mickey grincheux ou un philosophe fatigué par le monde, Burgess Meredith n'était pas grand, il était gigantesque. Parlons d'Humphrey Bogart. Dans l'imaginaire collectif, Bogart, c'est l'incarnation même du dur à cuire. La cigarette aux lèvres, le regard désabusé, la voix rocailleuse comme le whisky, bon marché qu'il buvait à l'écran. Dans Casablanca, le faucon maltais ou le port de l'angoisse, c'était le genre de type que personne n'osait défier. Mais derrière ce mythe d'acier se cachait une vérité fabriquée à coups d'estrade, de marche et de pur génie cinématographique. Bogart mesurait entre 1,66 m et 1,68 m, et sa partenaire dans Casablanca, Ingrid Bergman, elle, culminait à 1,75 m. Résultat, une crise de taille que la Warner Bros. A transformée en art. La solution est devenue un classique d'Hollywood, la Bogie, une petite plateforme portable qui le suivait partout comme si elle faisait partie, intégrante du scénario. La caméra ne le filmait jamais debout à côté de Bergman au même niveau. Il y avait toujours une marche, une chaise, un cadrage avantageux. Les costumes conçus par Ori Kelly aidaient aussi à étirer sa silhouette. Des vestes cintrées, des lignes verticales, des ceintures portées haut pour allonger visuellement le torse. Légèrement voûté, la tête baissée, les épaules tendues, ce n'était pas juste une pose, c'était une stratégie. Ça dissimulait les différences de taille tout en projetant de l'introspection, de la dureté et du mystère. Quand Bogart entre en scène, disait le réalisateur John Huston, on le sent avant de le voir. Ce genre de présence ne sauteuse. Ce genre de présence mesure pas en centimètres. Le plus frappant dans le cas Bogart, c'est comment sa limitation physique a aidé à façonner son style, des mouvements minimes, une expressivité contenue, une tension dans chaque silence, presque comme s'il savait que le moindre pas de travers risquait de faire s'effondrer cette illusion si soigneusement construite. Le public, bien sûr, n'y a vu que du feu, parce que quand Bogart fixait la caméra, personne ne regardait ses pieds. Tout le monde regardait. Ses yeux durs, cet air fatigué, cette promesse d'un danger imminent. Et c'est pour ça que, même perché sur une caisse, Bogart était plus grand que tout le monde. Passons à Frank Sinatra. Sur scène, c'était The Voice. Mais au cinéma, c'était l'homme qui n'avait jamais besoin de se présenter. Il entrait simplement et le monde se taisait. Frank Sinatra avait la classe, le pouvoir, le magnétisme, le danger. Et même si Hollywood insistait pour dire qu'il mesurait 1,78 m, la réalité était tout autre. Il atteignait à peine le 1,70 m et peut être même pas. Mais contrairement à d'autres acteurs de petite taille qui s'échinaient à le cacher, Sinatra n'a jamais fait semblant d'être plus grand. Il n'en avait pas besoin. Son premier super pouvoir, c'était la musique. Quand les foules sont tombées amoureuses de sa voix à la radio, elles l'imaginaient déjà comme un géant. Le temps qu'il arrive au cinéma, l'idée était déjà ancrée. Frank était imposant, irrésistible et inaccessible. Et même si les studios ont utilisé leurs classiques chaussures à talonnettes, des décors adaptés, des partenaires, assises ou pieds nus, des angles de caméra stratégiques, rien de tout ça ne définissait sa présence. Ce qui le faisait paraître plus grand que nature, c'était sa démarche, sa façon de parler, son attitude. De la pièce, disait le réalisateur Gordon Douglas.
Son mariage avec la très grande Mia Farrow, qui mesurait 1,75 m, a vraiment ébranlé son image publique. Mais au contraire, cette différence de taille le rendait encore plus sûr de lui, plus inébranlable. Il ne se cachait pas, non, il ne cherchait absolument pas à le dissimuler. Il en riait, tout simplement. Il portait des costumes sur mesure impeccables qui allongeaient sa silhouette, avec des coiffures stylisées et des proportions tout simplement parfaites. Mais ce qui en imposait vraiment, c'était son attitude. Sinatra ne demandait pas qu'on lui fasse de la place, il la prenait. Comme on dit, la caméra ne mesure pas en centimètres, comme l'a dit le réalisateur Sidney J. Furie, elle mesure la présence. Et Frank, il en avait des tonnes à revendre. Il a gagné un Oscar, il a dirigé le célèbre Rat Pack, il a défié le système tout entier, il a côtoyé des présidents et même la mafia. Fan. Parce qu'au final, Sinatra était la preuve vivante que peu importe votre taille, si votre ombre est assez grande pour faire le tour du Procinaï monde. Parlons de Dustin Hoffman. Lorsqu'il est apparu dans le lauréat en 1967, toute l'industrie s'est figée sur place. Ce jeune homme nerveux, petit, avec ce regard déconcerté, c'était lui le protagoniste. Romantique, Dustin Hoffman. Il n'a pas seulement brisé le moule du jeune premier classique, il l'a littéralement pulvérisé. Et le plus provocateur dans tout ça, c'est qu'il mesurait à peine 1,67 m. À une époque où la taille était encore une exigence tacite pour incarner l'homme, à l'écran, Hoffman a pris sa petite taille et l'a transformée en un véritable manifeste cinématographique. Bien sûr, ils ont utilisé des techniques classiques, des chaussures à semelles compensées, des estrades cachées, des angles de caméra en contre-plongée, mais au lieu de dissimuler complètement sa taille, les réalisateurs l'intégraient directement au personnage. Dans le lauréat, Mike Nichols a joué sur la différence de hauteur entre Hoffman et Anne Bancroft, l'imposante Mrs. Robinson, pour renforcer ce sentiment de vulnérabilité d'un gamin piégé dans un jeu d'adulte. Carrière, sa taille est devenue le symbole de l'homme ordinaire, affrontant des systèmes bien plus grands que lui. Se battant pour la garde de son enfant dans Kramer contre Kramer, le marginal dans Macadam Cowboy, déguise en femme dans Tootsie. Il a dit un jour « J'ai eu de la chance d'être petit. Ça m'a forcé à être plus précis dans les rôles que je choisissais. Je n'allais jamais être le beau gosse typique, je devais trouver ma propre voie. Les costumiers le savaient très bien, des costumes bien coupés, des lignes verticales, aucun détail qui n'accentue sa petite taille. Même sa coiffure aidait, avec du volume sur le dessus pour ajouter quelques centimètres visuels. Et pourtant, Hoffman n'a jamais essayé d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Sa stratégie était différente. Faire en sorte que vous oubliez complètement sa taille parce que vous étiez trop occupé à admirer son jeu d'acteur. Le réalisateur Sidney Pollack l'a dit clairement après Tootsie. Dustin n'essaie pas d'être grand. Il vous fait oublier sa taille à chaque réplique, chaque geste, chaque regard. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Dans une industrie où l'image était tout, Dustin Hoffman a prouvé que le talent pouvait même altérer les lois de l'optique. Passons à Danny Kaye. Danny Kaye n'avait pas besoin d'une entrée dramatique. Il suffisait d'un seul geste, d'un mot, d'une note, et l'écran prenait vie. Acteur, chanteur, danseur, comique, il faisait tout, et il le faisait si bien, si vite, avec tant de brio, que ce tourbillon de talent mesurait à peine 1,70 m. Kaye, c'était juste une blague de plus dans son répertoire. Ses performances dans Le Bouffon du Roi ou La vie secrète de Walter Mitty étaient si cinétiques, si explosives, que le spectateur n'avait tout simplement pas le temps de remarquer la différence de taille avec ses partenaires. Toujours en mouvement, sautant, chantant, tourbillonnant, comme si son corps fonctionnait à un autre rythme, dans une autre dimension. Rôle, des estrades dissimulées, des angles de caméra astucieux, des jeux de décors. Mais Kaye avait quelque chose qu'on tasse, ne pouvait pas fabriquer,
une énergie qui réécrivait la perception. Réalisateur Norman Z. MacLeod. Il était aussi grand que son talent, et ce talent était gigantesque. Ses vêtements, conçus par la légendaire Edith Head, utilisaient des lignes verticales et des coupes ajustées pour styliser sa silhouette. Rien n'était laissé au hasard, tout était calibré au millimètre près. Et quand il partageait l'écran avec des acteurs grands comme Bing Crosby, il en riait littéralement. Pendant le tournage de Noël Blanc, en remarquant la différence de taille, il a plaisanté devant toute l'équipe. À nous deux, on fait la taille parfaite. Bing a pris le surplus et moi, je me suis retrouvé avec le manque. C'était tout Danny Kaye, ça. Il transformait ses limites en comédie et il le faisait avec tellement de charme que le public l'adorait encore. Plus pour ça. Dans un Hollywood obsédé par la perfection physique, Kaye a prouvé que le timing comique, musicalité et la présence scénique valent bien plus que n'importe quel centimètre supplémentaire. Parler, danser ou chanter, le monde entier oubliait de sortir son maître ruban. C'était un vagabond, un rêveur, un étranger coiffé d'un chapeau melon et muni d'une canne en bambou. Et il était aussi, sans la moindre contestation, l'homme le plus célèbre de toute la planète, Charles Chaplin. Il ne mesurait pourtant qu'un mètre 65, mais aucune autre figure dans l'histoire du cinéma n'a projeté une ombre plus longue. Car Chaplin n'avait nul besoin de hauteur physique. Ce qu'il possédait était bien différent, une génialité absolue. À une époque où les effets spéciaux n'existaient pas encore, ni dialogue sonore, ni doublure pour les risques, Chaplin utilisait son corps comme un instrument d'une perfection totale. Et ce qui pour d'autres aurait été une limitation, un corps petit, menu et léger, lui, il l'a transformé en pure poésie, en mouvement. Son personnage immortel, le vagabond au costume élimé et au cœur d'or, est devenu le symbole universel de la tendresse et de la résistance humaine. Et ce n'est absolument pas un hasard. Ce personnage avait besoin d'être petit, presque invisible face aux puissants, pour ensuite devenir immense, à travers le courage, le rire et l'amour. Le petit homme luttant contre le vaste monde. C'est ainsi que Chaplin définissait son art. Et c'était bien plus qu'un rôle, c'était sa propre histoire personnelle. Il n'a jamais utilisé de plateforme, n'a eu besoin d'aucun angle truqué ni de chaussures spéciales. Et la convertissait en son super pouvoir. Dans des films comme City Lights, Modern Times, The Kid, Chaplin utilisait chaque centimètre de son corps avec une précision chirurgicale, des pas courts, des chutes comiques, des regards suppliants, des gestes explosifs. Chaque mouvement était chorégraphié comme une symphonie muette, conçue pour amplifier les émotions bien au-delà du langage. Chaplin ne jouait pas, a déclaré un critique. Il dansait avec l'âme de l'humanité. Et quand le cinéma parlant est enfin arrivé, tous pensaient que sa magie s'évanouirait. Mais alors est venu The Great Dictator, et le petit homme a parlé, et le monde a pleuré. Un discours émanant d'un corps menu, d'un acteur de comédie qui s'est transformé en l'un des cris de liberté les plus grands de l'histoire du cinéma. C'était ça Chaplin, un géant des émotions, un révolutionnaire aux chaussures usées, un homme qui, avec seulement 1,65 m, a ému des millions de gens, plus que n'importe quelle star de 2 mètres ne pourrait jamais le faire. Et ce n'est pas un hasard, ce personnage avait besoin d'être petit, presque invisible face aux puissants, pour ensuite devenir immense grâce au courage, au rire et à l'amour. Contre le vaste monde. C'est ainsi que Chaplin définissait son art, et c'était plus qu'un rôle. C'était sa propre histoire. Il n'a jamais utilisé de plateforme, n'a eu besoin d'aucun angle truqué, ni de chaussures spéciales. Il montrait sa petite taille et la convertissait en son super pouvoir. Dans des films comme City Lights, Modern Times, The Kid, Chaplin a utilisé chaque centimètre de son corps avec une précision chirurgicale, des pas courts, des chutes comiques, des regards suppliants, des gestes explosifs. Chaque mouvement était chorégraphié comme une symphonie muette, conçue pour amplifier les émotions bien au-delà du langage. Chaplin ne jouait pas, a déclaré un critique. Il dansait avec l'âme de l'humanité. Et quand le cinéma parlant est enfin arrivé,
Tous pensaient que sa magie s'évanouirait. Mais alors est venu The Great Dictator, et le petit homme a parlé, et le monde a pleuré. Un discours émanant d'un corps menu d'un acteur de comédie qui est devenu l'un des cris de liberté, les plus grands de l'histoire du cinéma. C'était ça Chaplin, un géant des émotions, un révolutionnaire aux chaussures usées, un homme qui, avec seulement 1,65 m, a ému des millions de gens plus que n'importe quelle star de 2 mètres ne pourrait jamais le faire.